Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Antoine Armand. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, député Renaissance de Haute-Savoie, auteur du Mur énergétique français, le rapport accablant sur 30 ans d'erreurs politiques. Et c'est chez Stock. Vous êtes l'ancien rapporteur de la commission d'enquête sur la perte de souveraineté énergétique. C'était en 2020. C'était l'année dernière. Non, ou 2023, exactement. Mais moi, je me dis, j'y connais absolument rien, mais le risque de blackout, le risque de coupure électrique, j'avais le sentiment que c'était un peu derrière nous, maintenant que nos centrales nucléaires, elle est mieux, enfin fonctionnaient en tout cas à peu près normalement, et qu'on ne dépend plus du gaz russe. C'est pas un problème qui est derrière nous, ça? À court terme. À court terme, oui. Ah oui. À long terme, non. Et c'est le sens de ce livre sur le mur énergétique, c'est de dire que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et pas tout de suite. Pas tout de suite, C'est mais quand, ça? ça peut être dans 5, dans 7 ans, peut-être encore avant. Parce que, je le disais, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ne continue pas à maintenir très fort notre parc nucléaire, si on ne lance pas le renouvellement de notre parc nucléaire, et si en même temps on ne fait pas des gros efforts de sobriété et d'accélération des énergies renouvelables, dans un monde où on a besoin de plus d'électricité, on risque très vite d'en manquer. Ouais, sauf qu'il y a des moyens qui ont été mis justement sur les centrales nucléaires, en mode de fonctionnement, peut-être de renouvellement aussi. Il y a des moyens qui sont déployés. On a voté un projet de loi, enfin une loi énergie renouvelable à l'Assemblée. Les Français ont fait preuve de sobriété. On n'a jamais consommé aussi peu de gaz en France en 30 ans, français, puis aussi entreprises, parfois pour de mauvaises raisons d'ailleurs, mais bref. Ça va dans le bon sens quand même, non? Absolument, on s'est mis sur les bons rails pour la sobriété. Pourquoi nous faire peur avec ce mur énergétique pour la français, production là? Mais il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Ah. Il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. On a voté, vous l'avez dit, une loi d'accélération des énergies renouvelables. Maintenant, il faut les installer dans le pays. On a des objectifs d'installation des panneaux photovoltaïques. On en est où d'éolien? Si on fait un point d'ailleurs sur les renouvelables, je voulais qu'on en parle plus tard, mais allons-y maintenant. Déjà, si on se compare par rapport à nos petits copains, aux voisins européens, on sait que sur l'éolien, on est très en retard, mais globalement, si on regarde solaire, éolien, on en est où? Ça dépend des Au-delà de pays, nos mais objectifs. par rapport à nos voisins, on est plutôt en deçà. Ouais. Simplement, nous, on a un parc nucléaire qui nous permet d'avoir le mix électrique d'Europe quasiment le plus décarboné. Et oui. Mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Et il ne faut pas faire ce qu'on a fait pendant 30 ans, c'est-à-dire opposer le nucléaire et les énergies renouvelables. On a besoin des énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que c'est de l'électricité décarbonée et parce que c'est la seule source d'électricité qu'on sera capable de produire avant 2035-37 et les nouveaux réacteurs nucléaires. Ouais. Mais encore une fois, pour moi, le parc éolien en France, encore une fois, je vous pose la question, il est balbutiant, il est rikiki à côté de nos voisins. On a une ambition très forte, notamment sur l'éolien offshore, sur l'éolien en mer, avec que les prix ont explosé l'objectif en termes d'installation, de coûts. Oui, parce que, et c'est une des leçons que je tire de la commission d'enquête et de ce livre, c'est que c'est un défi d'abord industriel. Quand vous installez un parc éolien en mer, c'est une quantité d'armature considérable. C'est des composants qui viennent parfois d'Asie, parfois d'Amérique du Sud, qu'on a besoin de faire en France. On a besoin d'avoir des filières industrielles européennes en France pour aller plus vite et pour être plus indépendants. Et c'est ça le défi qui a été fixé notamment par le gouvernement, d'avoir 50 parcs éoliens à l'horizon de 2050. Simplement, ça se prépare aujourd'hui. Très loin, ouais. C'est pour ça qu'on a plus d'une dizaine d'années pour y arriver. Mais c'est pour ça que je parle d'urgence. L'urgence, elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, à constituer des filières industrielles européennes. Aujourd'hui, à installer plus vite des panneaux photovoltaïques sur les parkings, sur les toitures. C'est le dilemme. Ouais. C'est ce qu'on a vécu en 2008. Qu'est-ce qui se passe en 2008? On a lancé l'installation de panneaux solaires et puis on se rend compte qu'ils viennent beaucoup d'Asie et donc on rétropédale, on fait un moratoire. C'est toujours le cas. Et moi j'appelle notamment dans ce livre à préserver ces filières industrielles. On a encore quelques pépites du photovoltaïque en France. On installe des gigafactories pour fabriquer des cellules. Soutenons-les. Bon, je reviens sur nos besoins en électrons et ce mur énergétique. Les besoins en électrons, enfin en électricité, c'est documenté, ces besoins vont, alors je n'ai même pas le mot exploser, mais vont augmenter très fortement. Absolument. Et on a pendant des années... C'est sûr. Parce qu'il y a l'électrification de tous nos usages. Parce que la transition écologique passe notamment, pas que, mais par l'électrification. Parce qu'on va remplacer un parc de millions de véhicules thermiques par un parc de millions de véhicules électriques. Ouais. Parce qu'on va électrifier... Ça va plus lentement là aussi que ce qu'on voudrait. On voit bien que dans les pays, notamment en France ou en Allemagne, surtout en Allemagne, même en Chine, quand on supprime les aides fiscales publiques, ça pique du nez en termes de vente. Ça va moins vite. C'est pour ça qu'il faut coupler le soutien industriel et le soutien à la consommation. Mais ce sera une des solutions avec certains véhicules à hydrogène, avec le développement du fret. Mais ça fait partie de la solution. Et donc, vous l'avez dit, on va avoir un besoin croissant, considérable d'électricité. Et pour ça, il faudra pousser tous les curseurs à fond. Celui de la sobriété, des process industriels, mais aussi de l'installation de nouvelles capacités nucléaires et ENR.
Pardon, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on a de nouveau un mur énergétique dans 5 ans, 7 ans, 10 ans. Les besoins, on comprend, les besoins augmentent. C'est l'offre qui est contrainte, on a un problème d'offre, c'est ça le sujet? Notre défi numéro 1, c'est d'être capable de produire beaucoup plus d'électricité. Et depuis, Combien par rapport à aujourd'hui? Qu'on comprenne les courbes. alors ça dépend des scénarios, mais pour avoir un ordre de grandeur qui, je pense, est assez saisissant, Ouais. aujourd'hui, on consomme entre 450 et 500 TWh d'électricité. Alors 450, ok, ça ne me parle pas. 500 TWh, ok, en France. Entre 2030 et 2035, on pourrait passer entre 600 et 700. Scénario médian, pas scénario. Exactement, c'est une augmentation qu'on n'a jamais connue en France dans les 100 dernières années en aussi peu de temps. Donc, et le tout dans un monde où notre parc nucléaire est vieillissant. Ce qu'on a connu l'année dernière sur la corrosion sous contrainte, ça peut arriver à nouveau avec d'autres types de défauts industriels. Donc il faut préparer la suite. On en est où d'ailleurs, par exemple, ces corrosions sous contrainte? La plupart sont revenus, des réacteurs fonctionnent de nouveau? On a passé le plus gros, mais l'exploitant EDF a de nouveau signalé des alertes. Simplement, la différence par rapport au début de la corrosion qu'on a découverte, c'est que maintenant on a des processus. Ouais. On s'est réparé plus vite, on s'est identifié sans tout arrêter, et donc on a fait d'énormes progrès et on l'a géré simplement assez vite. Mais le défaut industriel générique, ce qui est arrivé, ça avait été identifié par l'autorité de sûreté nucléaire. Qu'est-ce qu'elle avait dit à l'époque, l'autorité de sûreté nucléaire? Elle avait dit, si vous n'avez pas de marge de sécurité d'appro, si vous êtes tout de suite obligé d'aller acheter du charbon allemand ou d'acheter du gaz russe pour combler votre électricité, vous mettez le pays en danger parce qu'on privilégiera toujours la sûreté. Donc on a besoin de marge de production. On a vraiment frôlé, Antoine Armand, le blackout à l'hiver 2022. Oui. La panne électrique. Très clairement. Et on doit notamment d'avoir évité le blackout ou d'avoir évité en tout cas certaines coupures ciblées, comme le gouvernement s'y était préparé, aux conditions climatiques. En grande partie, On a été, à l'époque. Et il fallait, vous vous souvenez des débats l'année dernière, est-ce que les respirateurs artificiels, est-ce que les entreprises vont être arrêtées, etc. Ce que je veux dire, c'est que cet épisode très ponctuel, c'est une alerte majeure. Il faut qu'on en tire la leçon pour éviter qu'en 2030, on constate qu'on réussit à réindustrialiser le pays, donc on a besoin de plus d'électricité, mais un nouvel incident arrive ou sur notre parc nucléaire, on n'est pas allé assez vite sur les ENR, et là, on n'a que nos yeux pour pleurer. Donc votre cri d'alerte, ou en tout cas le message, c'est qu'il faut mettre les bouchées doubles ou triples en matière de production d'énergie, enfin, d'électricité nucléaire, renouvelable et tout ce qu'on sait faire. Exactement, sans opposer non plus production et sobriété. Dans les entreprises aujourd'hui, Oui, le curseur de la sobriété, c'est vrai ça. Et d'ailleurs, pardon, je reviens en consommation de gaz en France, qui est au plus bas depuis 30 ans. Des efforts ont été faits par les Français, par les entreprises, pardon, un petit peu sous la contrainte aussi, parce que ça coûte cher la facture. bien sûr. est salée. Et en fait, c'est ce à quoi on assiste. Vous avez raison de rappeler ce chiffre. On assiste à une transformation du système énergétique. On va consommer beaucoup moins de fossiles et beaucoup plus d'électricité décarbonée. On va, dans les entreprises, porter une attention considérable, comme dans les collectivités, comme chez nous, à la consommation, au tertiaire, et on va devoir électrifier des processus avec de l'innovation. Donc c'est un changement complet qui est à la fois industriel et comportemental. Autant il n'y a pas de rejet sur le solaire, sur les panneaux photovoltaïques, autant sur l'éolien, alors vous parlez de l'éolien en mer, mais sur l'éolien terrestre, onshore, c'est compliqué, je veux dire, on n'a pas le sentiment que les choses... Qu'est-ce qui a changé depuis 3-4 ans sur les renouvelables en France, au-delà d'une loi qui a été votée? Il y a une question très forte d'acceptabilité Oui. et de rejet sur l'éolien terrestre parce que certaines zones ont été particulièrement ciblées et que donc vous avez des endroits en France où il y a très peu d'éoliens alors qu'il y a un potentiel. Parce qu'il y a moins de vent. Et pas que. Et puis des régions qui avaient du potentiel et qui ont été très ciblées. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que l'éolien est indispensable dans les énergies renouvelables dans les prochaines années. On en a besoin pour arriver à boucler notre équation énergétique et c'est aussi une manière de moins dépendre de l'électricité qu'on importe notamment de l'Est de la France. Donc c'est un gage de souveraineté, un gage industriel, puis un gage de décarbonation. Dans le débat public, on a souvent opposé, on a fait le match entre guillemets l'opposition entre le renouvelable et le nucléaire. On est sorti un peu où il y a toujours un petit peu ce débat-là, alors qu'en fait, pour beaucoup, les deux se complètent, les deux sont nécessaires. Et vous avez tout dit, on y est encore. Quand je vois certains débats à l'Assemblée, vous dites, c'est pas possible, il faut qu'on avance. Mais ce que je constate, moi, c'est que la société est en avance aujourd'hui sur la classe politique. Quand vous discutez avec les uns et les autres dans les entreprises, avec les concitoyens, vous voyez que les gens sont plus dans cette opposition qui sont de deux solutions. Donc à nous élus, et moi c'est mon combat, d'en tirer les conséquences, d'arrêter d'opposer les deux et de montrer que quand on a un défi de cette ampleur, on doit cumuler les solutions plutôt que de les opposer. Après, vous parlez de 30 ans d'erreurs de politique, d'erreurs politiques, notamment en politique publique. Mais excusez-moi, mais en Allemagne, ils ont tout misé sur le gaz russe.
mal leur en a pris. Pourtant, pendant des années, ça leur a bien servi. Hein. Mais on voit aujourd'hui que... On n'est pas les seuls non plus. Non, bien sûr. Et vous voyez aujourd'hui, vous parlez de l'Allemagne, qu'elle est dans une situation de pivot extraordinaire. La stratégie hydrogène ne va pas pouvoir combler tous les besoins. La stratégie de sortir plus rapidement que prévu du nucléaire a coûté beaucoup de carbone. Et les énergies renouvelables commencent à poser des questions de réseau vu leur quantité. Donc c'est tous les pays européens qui doivent se mettre à la page. Nous, en France, on a construit la planification écologique et énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'est posé, on a regardé nos besoins, c'est ce que j'appelle le mur énergétique, et ce qu'on a besoin de produire en face ou d'économiser comme énergie pour y arriver. Ouais. Après, puisqu'on parle du nucléaire, il y a une loi de 2015 sous François Hollande, portée par Ségolène Royal, qui fixe l'objectif de ramener le mix énergétique, le mix électrique de la France sous 10 ans à 50%. On comprend bien quand on vous lit que c'était une grosse erreur. En même temps, j'ai envie de vous dire, quand il est élu, Emmanuel Macron, en 2017, il ne remet pas en cause cet objectif. On a supprimé cet objectif dans la loi d'accélération des procédures nucléaires parce que c'était une erreur. On est en 2023. D'ailleurs, vous avez raison de le rappeler, je le rappelle dans ce livre, je montre toutes les auditions, Ségolène Royal, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, qui viennent expliquer comment ces 50% de nucléaire sont arrivés sur la table par un accord de coin de table entre deux groupes politiques pour quelques circonscriptions. Ces erreurs profondes, elles ont marqué la filière nucléaire, les renouvelables d'ailleurs aussi. On en sort progressivement, on n'en est pas encore sorti totalement, à nous d'aller au bout. Ouais, avec un coût de l'énergie, il faut le rappeler, quand on voit la croissance américaine, la réindustrialisation américaine, le coût de l'énergie, il faut quand même s'en rendre compte, est 2 à 3 fois plus faible outre-Atlantique par rapport à la France. C'est un avantage comparatif qui nous défavorise, qui nous fait mal. C'est un des sujets de préoccupation majeure. Aux États-Unis, c'est dû notamment au coût du nucléaire qui sont plus faibles et à une grande utilisation d'énergie fossile locale. Et donc là-dessus, moi j'appelle à la fois les pouvoirs publics, le Parlement, à être très attentifs sur la concrétisation du deal avec EDF. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de prix dans les prochaines années? On a obtenu au niveau européen, avec le marché européen, un accord fantastique, il faut le dire, qui permet d'avoir des contrats de long terme pour le nucléaire, qui permet de moins dépendre des prix spot de dernière minute pour les contrats de fourniture qui sont très volatiles. Ça, pour les entreprises, ça va être un atout énorme. Pour les particuliers, ça va se mettre en place. Pour les particuliers, ça va nous permettre aussi de stabiliser sur le long cours et d'éviter les excès qu'on a connus pendant la crise et qui ont obligé le gouvernement à prendre un bouclier tarifaire qui a coûté des milliards d'euros. Ouais, et dont il est en train de sortir aujourd'hui. Est-ce qu'une souveraineté énergétique française, est-ce que c'est un sujet ou est-ce que c'est illusoire? Parce que on va toujours importer du gaz, en tout cas pendant très longtemps, et puis même pour du nucléaire, on importe de l'uranium qu'on n'a pas sur le sol français. Donc, Et quand on fait des énergies renouvelables, on utilise des matériaux critiques qui viennent de partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la souveraineté énergétique totale, c'est un mythe. Par contre, ça doit être notre objectif politique, de réduire nos vulnérabilités. Est-ce qu'on est capable de diversifier nos approvisionnements en uranium? Est-ce qu'on est capable, on ouvre cette semaine le dossier d'une mine de lithium en France pour des batteries de véhicules électriques. On ouvre le dossier. On ouvre le dossier. Mais ce sont des facteurs de réduction de nos vulnérabilités. C'est comme ça qu'il faut le voir aujourd'hui en France pour parler de souveraineté énergétique, comme une entreprise le verrait en tant que réduire son risque. Bon. Le ministère de la Transition énergétique, aujourd'hui, il n'existe plus. Il est rattaché à Bercy. Certains y ont vu un recul de l'ambition écologique du gouvernement. Vous allez me dire que non, bien sûr. Mais je vais vous dire que non pour une raison très simple, c'est que c'est ce que j'avais proposé dans le rapport de la commission d'enquête, ce que je propose dans ce livre, de rattacher l'énergie à Bercy. Pourquoi? Parce que l'énergie est d'abord une industrie. On parlait des matériaux critiques qu'il va falloir extraire de nos sols ou des sols étrangers. On parlait des composants d'éoliennes qui sont critiques, des composants électroniques. La construction de notre modèle énergétique de demain, c'est une industrie. Donc on a besoin d'avoir des réflexes économiques, industriels, et vous parliez, je finis là-dessus, des prix. La compétitivité des entreprises. Donc c'est indispensable que l'énergie soit vue comme une problématique industrielle, économique. Qu'est-ce qu'on retient en une phrase de ce livre et pourquoi est-ce qu'il faut le lire? Le mur énergétique, c'est le défi immense des 10 prochaines années. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore le réussir si on couple de la sobriété avec de la production. Sobriété, on y est, sobriété. Il faudra faire beaucoup plus. Il faudra faire beaucoup plus. Il faudra faire beaucoup plus. Il faudra faire... J'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 12% de sobriété énergétique. L'année dernière. C'est ça. Il faut qu'on pérennise cet effort et qu'on le double tous les 2-3 ans, pour donner un ordre de grandeur. C'est ça notre ambition. On peut y arriver si on cesse d'opposer la production et la sobriété, si on cesse d'opposer les énergies renouvelables avec le nucléaire, et ça commence aujourd'hui.
Voilà. Et sinon, au risque de blackout, c'est quoi? C'est 2030, les prochains? D'ici 2030, on risque d'avoir besoin de beaucoup plus d'électricité que ce qu'on est capable de produire aujourd'hui. Le mur énergétique français, rapport accablant sur 30 ans d'erreurs politiques chez Stock, signé Antoine Armand, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci beaucoup.